La SCI soumise à l'impôt sur les revenus, la SCI soumise à l'impôt sur les sociétés et la société holding sont des véhicules intéressants pour détenir du patrimoine immobilier. Seulement, la différence entre ces trois véhicules est peu connue des investisseurs. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, mais avant ça, n'oublie pas de liker. C'est parti! La SCI est une société civile immobilière. La majorité des investisseurs utiliseront les SCI traditionnels qui ont pour objet social de détenir un ou plusieurs biens immobiliers. Il y a plusieurs types de SCI, mais nous les investisseurs, on va plutôt utiliser celle-là et je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les types de SCI dans cette vidéo. Elle a une activité civile, ça veut dire qu'elle ne peut pas exercer d'activité commerciale. On ne va pas pouvoir faire par exemple de l'achat-revente avec une SCI, tout simplement parce que son objet social, c'est de détenir du patrimoine immobilier. Donc on ne va pas pouvoir faire n'importe quelle activité avec ce type de société. Il faut qu'elle ait au minimum 2 associés pour pouvoir être constituée. Donc ça peut être 2 personnes physiques. Tu peux t'associer avec un ami ou avec un membre de ta famille, ou ça peut être également des personnes morales. Si tu n'as pas d'associé, si tu investis seul, beaucoup vont te recommander de créer une autre société qui sera bien souvent une SARL ou une SASU pour pouvoir t'associer avec ta SCI. Et en fait, ça veut dire que finalement, tu es associé avec toi-même. Mais comme tu es une personne physique et que tu t'associes avec une autre société qui est une personne morale, il y a donc 2 associés pour la constitution de la SCI et tu vas donc pouvoir la constituer et aller au bout de ta démarche. Alors, ça, je ne le conseille pas forcément dès le départ. C'est vrai que c'est bien d'avoir un autre associé quitte à lui donner juste 1% départ pour dire d'avoir un associé et de constituer la SCI parce que tout de suite, si tu crées une deuxième société, tu as 2 fois les coûts de création et de fonctionnement à payer. Donc, ça peut être une charge, surtout en début de parcours. Quand on commence à investir, on n'a pas forcément des gros moyens et forcément, ça fait des frais en plus. Donc, c'est vraiment à éviter, c'est vraiment à garder en dernier recours si tu n'as pas le choix. Les avantages de la SCI, c'est que ça va être plus facile d'emprunter car il y aura plusieurs sources de revenus si tu t'associes. Plus vous serez d'associés, plus il y aura de sources de revenus et plus la banque va être sécurisée, donc elle va prêter plus facilement. Ça te permet également de te protéger grâce à la rédaction des statuts. Tu vas pouvoir éviter l'indivision. Par exemple, si tu vas acheter avec ton conjoint ou ta conjointe et que vous n'êtes pas mariés, le fait de créer une SCI, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez dans les statuts. Les statuts, en fait, c'est le règlement intérieur de votre société et vous allez pouvoir vous sécuriser à parts égales sans forcément devoir vous marier. Donc ça peut être intéressant aussi dans le cas où on n'est pas marié et qu'on veut investir avec son conjoint. La SCI permet également de transmettre du patrimoine plus facilement. Encore une fois, grâce à la rédaction des statuts, on va pouvoir intégrer les enfants éventuellement dans la SCI. Et dans la SCI, la responsabilité des associés est limitée en fonction de leurs apports et de la détention de leur nombre de parts dans la société. Donc, vous n'êtes pas engagé de façon illimitée et si tu t'associes avec quelqu'un et que tu possèdes 50% du capital de la société, tu seras engagé à hauteur de 50%. Il faut savoir que quand on crée une SCI et qu'on demande un prêt à la banque, souvent la banque nous demande d'être caution du prêt accordé à la SCI. En cas de dette de la société, tu seras redevable à hauteur du capital détenu dans la société. Donc, si tu possèdes 50% du capital, tu seras redevable de 50% de la dette. Il y a dans la SCI 2 fiscalités différentes. Donc, je t'ai dit dans l'introduction qu'il y avait la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. Donc, à l'IR, c'est l'impôt sur les revenus. Et dans ces cas-là, on appelle cette SCI la société transparente. Ça veut dire qu'en fait, les revenus qui vont rentrer dans ta SCI, en fait, c'est comme s'ils rentraient sur tes revenus personnels à hauteur du nombre de parts de détention. Donc, si par exemple, ta SCI fait 2 000 € par an de bénéfices et que tu possèdes 50% des parts, tu vas devoir ajouter
à tes revenus fonciers personnels sur ta déclaration personnelle 50% de ces 2 000 € et tu vas devoir déclarer 1 000 €. Donc, en fait, tu vas être soumis à la déclaration de revenus fonciers comme si tu possédais le bien en nom propre et que tu le louais en nu. Tu déclares au prorata du nombre de parts détenues, donc ça je viens de te l'expliquer, et l'imposition va se faire comme ça. En fait, tu vas payer les prélèvements sociaux sur le net déclaré, donc une fois que tu auras déduit certaines charges, tu vas payer 17,5% de prélèvements sociaux, plus après ta tranche marginale d'imposition. Donc si tu es au-dessus de 14%, à partir des 14%, en fait, finalement, ça va peut-être être intéressant d'opter pour la SCI à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que à l'impôt sur les sociétés, c'est une société en fait opaque, la SCI à l'IS. Ça veut dire que ses revenus sont différenciés des tiens. La SCI a ses propres revenus, doit faire son propre bilan et ça n'entre pas, le temps que tu ne sors pas de salaire ni de dividende, ça n'entre pas sur ta fiche d'impôt. Par contre, il faut chaque année faire un bilan comptable et sa fiscalité va être indépendante. Tu vas pouvoir déduire plus de charges qu'en SCI à l'IR parce que là, tu vas pouvoir passer éventuellement des frais kilométriques, un téléphone portable et en plus, on va pouvoir amortir la valeur du bien. Donc, la valeur du bien, en fait, si tu as acheté ton bien 200 000 €, on va être... Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se calcule, les amortissements, mais la moyenne, c'est 4% par an. Donc, 200 000 €, 4% de 200 000, ça fait 8 000 € par an à déduire de tes impôts. C'est quasi comme si tu pouvais déduire ton prêt, alors qu'en SCI à l'IR, comme au revenu foncier, on ne va pas pouvoir déduire le crédit. Ensuite, pour l'imposition, tu vas payer 15% jusqu'à 42 000 €, 42 500 € de bénéfices. Mais ce n'est pas toi qui vas les payer, en fait, c'est la société. Donc, quand vous établissez le bilan avec le comptable, il te dit si ta société est en bénéfice, en déficit, tu prends ce bénéfice. S'il est inférieur à 42 000 €, c'est 15%. S'il est supérieur à 42 500 €, c'est 15% jusqu'à 42 500 €, puis 25%. Ensuite, si tu ne sors pas de dividendes, tu ne payes plus rien, ta société ne paye plus rien. Par contre, si tu veux récupérer l'argent dans ta poche, là, tu dois payer avec ta société la flat tax qui équivaut à 30%. Donc, si tu te sors 10 000, tu dois donner 30% de ces 10 000 à l'État pour payer cette flat tax. Les inconvénients de la SCI, c'est qu'il va y avoir dès le départ des frais de création. Donc, il va falloir créer la société, rédiger les statuts et l'immatriculer. Et tout ça, ça comporte des frais. Il faut compter environ entre 1 500 et 2 000 €. Ensuite, le coût de fonctionnement, ça va être en SCI à l'IS, le comptable. En SCI à l'IR, il n'est pas obligatoire. À l'IS non plus, il n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé parce que les calculs sont beaucoup plus complexes. Ensuite, il va y avoir des formalités administratives à accomplir, des assemblées générales, des dépôts annuels des comptes. Donc ça, c'est des formalités en plus à faire et c'est des formalités qui chaque année sont payantes. Et surtout, quand on est en SCI à l'IS, il va falloir être rigoureux au niveau de la gestion administrative. On a des délais à respecter pour établir les bilans, pour déposer les comptes. On doit faire des assemblées générales. Pour justifier tout ce qu'on déduit de la société, il faut conserver toutes les factures, les archiver, les classer correctement. Donc tout ça, ça demande quand même une gymnastique administrative et une lourdeur administrative plus importante que quand on investit en nom propre. Ensuite, beaucoup d'investisseurs débutants disent, ils n'ont jamais investi dans l'immobilier et me disent, je vais créer une holding immobilière. Alors, en fait, ils confondent la holding et la SCI. La holding, c'est une société qui détient des parts dans d'autres sociétés. Donc, on ne peut pas créer une holding immobilière si on n'a déjà même pas une SCI ou une autre société. Donc voilà, tous les investisseurs disent il faut créer des holdings, il faut enchaîner. Pour pouvoir enchaîner les investissements, il faut créer une holding. De cette façon, tu vas pouvoir faire grossir ton patrimoine plus vite. Attention, ce n'est pas forcément judicieux de créer une holding et en fait 95% des investisseurs qui en ont créé une, finalement, elle ne leur sert pas à grand chose. Elle te permet de t'associer avec toi-même dans une SCI, donc ça je te l'ai expliqué précédemment. Si tu n'as pas d'associé, pas d'autre solution, ça peut être le dernier recours de créer une autre société type SASU ou SARL pour pouvoir t'associer avec ta SCI et investir sous forme de SCI.
Les avantages de la holding, en fait, c'est qu'on va pouvoir faire des flux de trésorerie entre sociétés. Donc, il faut que tout le groupe, dans l'idéal, soit soumis à l'impôt sur les sociétés. Et le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir une imposition au niveau du groupe au lieu d'une imposition par société. Alors, pourquoi c'est un avantage? En fait, c'est un avantage de créer une holding quand on a des sociétés qui sont en positif, en bénéfice, et une ou plusieurs sociétés en déficit. Et là, dans ces cas-là, on va pouvoir opter pour l'intégration fiscale et l'imposition va être répartie sur l'intégralité des sociétés. Et de cette façon, le déficit effectué sur une société va pouvoir s'amortir avec le bénéfice. En fait, ça va s'équilibrer et ça va réduire l'assiette fiscale et donc l'imposition. Donc là, dans ces cas-là, ça peut être intéressant de créer une holding. Mais en fait, dans la majorité des cas, les SCI soumises à l'IS sont pendant très longtemps en déficit. En plus, avant d'atteindre les 42 500 € de bénéfices, il va s'écouler énormément de temps et il va falloir beaucoup d'investissement. J'ai plusieurs dizaines de biens immobiliers et franchement, j'atteins à peine, avec les amortissements, je suis à peine au-dessus des 42 500. Donc, ce n'est pas forcément judicieux d'aller créer une SCI par bien. C'est même déconseillé. Ensuite, la holding va être intéressante si tu as une autre activité. Si tu as une activité artisanale ou commerciale. Et dans ces cas-là, les déficits générés par les SCI vont pouvoir être absorbés dans la holding et ça va réduire ton imposition dans ta holding. Là, ok. Dans mon cas, j'ai fait le contraire. J'ai 3 SCI qui sont en bénéfice. Donc, ça veut dire que mes 3 SCI payent de l'IS et si je veux sortir les dividendes, la flat tax aussi. Et donc, j'ai créé une autre société que je mets volontairement en déficit pour pouvoir répartir l'imposition sur le groupe entier. Là, c'est intéressant. Mais attention, le montage coûte cher. J'ai une holding et 3 SCI. Il faut compter environ 8 à 10 000 € par an pour les frais de création, ensuite l'entretien de la structure avec les PV d'AG, les bilans comptables. Donc voilà, les frais sur le groupe, même si on peut les déduire par société, c'est quand même coûteux et on ne fait pas une holding comme ça en débutant dans l'immobilier, c'est pas du tout intéressant financièrement. L'inconvénient, du coup, c'est que ça, c'est très coûteux. Plus tu as de structures, plus tu as de sociétés, plus c'est coûteux et plus les formalités administratives sont lourdes. Donc attention, on ne va pas créer une holding comme ça alors qu'on ne sait même pas faire une SCI, qu'on ne sait même pas gérer une SCI. Il faut commencer petit. On commence par créer la SCI, on se familiarise avec tout ce qui est comptabilité administratif et une fois qu'on est un peu plus à l'aise, éventuellement, on peut aller sur d'autres SCI et sur une holding. Mais attention, il faut quand même vérifier que ce soit bien judicieux et pas aller créer une holding dès le départ sans avoir une bonne stratégie globale et anticiper sur l'avenir. Dans la majorité des cas, ce n'est pas pertinent de créer une holding. En tous les cas, si tu dois en créer une, moi je te conseille d'attendre d'avoir créé au moins ta deuxième SCI pour pouvoir les intégrer à ta holding. Ça ne sert à rien de créer la holding à la première SCI, sauf si vraiment tu es coincé et que tu n'as personne pour t'associer. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai essayé de faire court et simple et je te donnerai plus de détails plus tard dans la suite des vidéos. Mais en tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. À bientôt!